Bonsoir, soyez les bienvenus sur Watch TV, c'est Broadcast Time comme tous les mercredis soirs sur Watch TV, 20h, 20h30, toute l'actu du broadcast, des nouveaux médias, de la production audio, vidéo, des web TV, et on se retrouve avec mes deux camarades que je salue, à commencer par Fabrice Arad. Salut Fabrice. C'est Benjamin, bonjour à tous. Comment ça va? Bien. En forme? Ah oui. Bah, il en faut aujourd'hui. Ça y est, l'année a enfin vraiment commencé. C'est ça. Voilà. On est au taquet. Au taquet. Tant mieux parce que l'actu commence à repartir. Voilà, après les fêtes, on sent que voilà, on reprend de bonnes habitudes et que le prochain objectif, le prochain gros objectif évidemment, ça va être le NAB au mois d'avril. Mais d'ici là, il y a déjà un salon qui se profile. Et ce salon, on va en parler dans un instant, notamment avec toi, Stéphane Fodeux. Salut. Bonjour Benjamin. Bonjour comment vas-tu bien. En ce début du mois de février? Écoute, ça va bien. Bon, le nouveau MediaQuest, tiens, on va tout de suite en dire un mot puisqu'il est avec nous. Fabrice, tiens, je te laisse nous le montrer. MediaQuest, donc partenaire de Broadcast Time. MediaQuest que tu représentes, Stéphane. Dis-nous un mot de ce nouveau magazine, tout chaud. Ah bah oui, on l'a reçu hier. C'est un magazine de rentrée. Nous on fait 6 magazines dans l'année. Celui-ci c'est le premier, avec comme thématique des sujets justement liés au salon ISE dont on parlera tout à l'heure, liés aussi au cinéma numérique, parce qu'il y aura dans quelques jours aussi un événement professionnel qui s'appelle le micro-salon de l'AFC, donc des chefs opérateurs français, où on voit pas mal d'exposants présents, fabricants d'accessoires, caméras, lumière. Et c'est vraiment réservé aux professionnels, mais c'est intéressant d'aller jeter un œil. Et puis des dossiers, je dirais aussi peut-être un sujet intéressant pour Broadcast Time qui sera sur la 8K. Montre-nous la profil de la caméra. On a un gros dossier réalisé au Japon sur Interbi, 6 pages sur ce salon où on parle 4K mais aussi 8K, parce que là-bas c'est plus un rêve, c'est la NHK je dirais dessiner sa roadmap. Et ça sera avancé même de quelques années par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Donc ça risque d'être 2017-2018 sur de la 8K. Bon voilà, on vous suggère, si vous mettez la main sur MediaQuest, de vous jeter dessus ou bien d'aller sur le site, parce que il y a de l'info tous les jours aussi sur le site de MediaQuest. Alors on va entrer dans l'actu de la semaine écoulée, puisque c'est quand même notre habitude préférée de suivre cette actu et de la partager avec vous. Il y a pas mal de sujets finalement, mine de rien, on pensait que le début d'année serait calme, et il y a pas mal de choses. Alors on va entrer dans le vif du sujet avec la GoPro. Alors, je vous apprends rien, GoPro, la caméra de référence pour le tout-terrain, pour le sport extrême. Et il y a une mise à jour de la GoPro qui arrive là dans le courant du mois de février. La principale nouveauté, ça va être l'activation du mode de 240 images secondes en 720p. Ça veut dire qu'on est en haute définition, on est en 720, et au lieu de tourner en 25 ou 50 images secondes, on va capturer 240 images par seconde. Et donc quand on les repasse, quand on les lit à vitesse normale, ça donne ces ralentis. Alors, je sais pas si vous avez, je sais pas ce que vous en pensez comme ça. C'est les premières images qu'on voit. C'est The Verge qui a eu accès à un prototype de la GoPro. Alors, je précise que ça s'applique sur la Hero 4, donc la dernière génération. Je crois pas que la Hero 3 soit concernée. Ce serait logique. Ça va nous pousser à changer de GoPro, évidemment, si on a besoin de ce mode super ralenti. On va préciser quand même que les nouveaux iPhones filment en 240 images secondes déjà. Oui. Oui, et puis avec un rendu similaire, mais dans mes souvenirs, même si c'est en 1080. C'est plus. C'est 180 images par seconde en 1080. Ouais, j'ai un doute sur le codec, oui, mais je crois que ça va. C'est plus performant encore. Oui, c'est ça. De toute façon, ça reste un tout petit appareil, la GoPro, même si on va améliorer le codec et le rendu, mais ça fait des belles images. On reste sur des produits grand public, donc ça reste des très belles images. C'est pareil, on va pas filmer toute la sortie du ski en 240 images par seconde, parce qu'on va trouver des choses embêtantes. Parce qu'au ralenti,
une descente de 2 km, ça va être long. Ouais, alors, pour du grand public, le prix de la GoPro a augmenté avec l'arrivée de cette nouvelle génération. On est plutôt autour de 400 € maintenant, je crois. Hein. Alors mais c'est pareil, si on regarde les concurrentes, elles sont tout est remonté, hein, toute la gamme haut de gamme des action cam a pris on va dire une centaine d'euros entre le modèle à l'époque qui était aux 300 €, on est tous maintenant à 400 € minimum. Ils avaient anticipé la hausse aussi du dollar ou la baisse de l'euro. Ouais, c'est ça. Alors, on peut faire peut-être une parenthèse d'ailleurs sur le sujet, Fabrice. Oui, il y a une mauvaise surprise en ce moment. Ah oui, parce que du coup, tous ceux qui avaient pensé acheter des produits en se disant on va attendre, il y a les soldes et autres, il ne faut pas attendre trop longtemps, puisque aujourd'hui, maintenant, la hausse du dollar fait que les fournisseurs disent nous, on n'a plus le choix, il faut répercuter la hausse parce qu'on achète en dollars et c'est beaucoup plus cher. On prend 10 à 15%, c'est tout de suite sensible sur des produits qui vont avoir une tenue à 1000 €, ça fait 150 € de plus tout de suite, quoi, ça va se sentir. C'est sûr. Bon, on va passer à une autre caméra. Là, on va changer complètement d'utilisation. Je vais te montrer cette image, Fabrice, qui va forcément te parler. Présente-nous ce nouveau bébé. Eh ben, c'est la petite info qu'on avait eue à Amsterdam, à l'IBC, qui nous avait dit Panasonic, attention, on va sortir une petite caméra concurrente des petites de chez Sony. Et effectivement, elles arrivent en janvier le modèle en HDMI, en février le modèle en HDSDI. L'intérêt de cette caméra, donc Panasonic, va être dans l'alimentation. Elle est alimentée en PoE, c'est-à-dire qu'elle est alimentée par le câble réseau, qui sert également au pilotage de la caméra et qui va servir également au monitoring de la caméra. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir le retour d'image directement par ce câble-là, ce qui n'est pas inintéressant dans des fonctions typiques pour le calage de la caméra en modèle HDSDI. Et puis, il y a des fonctions qu'on nous annonce, alors pas pour tout de suite, mais plutôt pour cet été, de stream direct depuis la caméra. Et j'ai eu 2-3 fonctions qui j'attends d'avoir plus d'infos parce que ça va devenir intéressant. Et il me semble avoir vu un mode HDR aussi. Hein. Et oui, c'est une fonction de Panasonic, oui, tout à fait. On en parlait la semaine dernière ou il y a 15 jours avec toi, Stéphane. C'est vrai que le HDR sur de la vidéo, c'est une vraie évolution. Ouais. Et il y avait aussi, là, il y a quelques jours, une journée de démonstration technologique organisée par Sony, réservé à ses clients, et quelques journalistes étaient aussi invités. C'était une première, à la fois Sony écoutait ses clients, c'est bien d'avoir des grandes oreilles, et en même temps faisait une petite roadmap sur le futur, et on a eu la chance de voir un écran HDR. Enfin, ce qui est intéressant. Un écran HDR ? Oui, un écran professionnel. Hein. Ouais. Alors pour le moment, c'est quelques petites choses encore un peu onéreuses. J'aime ton geste, Fabrice. Vas-y, refais-le. Voilà, c'est ça. Oui, c'est des moniteurs. De toute façon, c'est simple. Hein. Mais c'est quoi l'intérêt d'un écran HDR ? Parce que c'est vrai que la source n'est pas modifiée. Non, il faut aussi filmer en HDR. Il faut filmer. C'est pareil, c'est un format qui est un peu propriétaire de Sony. C'est ça, et c'est là la difficulté, parce qu'on voit sur le marché, hein, si on reste toujours dans le pro, il y a Sony qui propose des solutions HDR, Technicolor, Dolby, avec la techno Dolby Vision. Mais c'est vrai que c'était assez bluffant. La qualité d'image qui a été présentée, notamment une captation lors du carnaval de Rio de l'année dernière, avec un écran non HDR à l'écran HDR, on voit tout le détail dans les hautes lumières, on voit la robe des danseuses qui, en plus, ça pète là-bas, le carnaval, donc on s'en prend plein les yeux, et c'était assez intéressant. Donc c'est résolument aussi une chose qu'il va falloir suivre, mais il faudra aussi que tout le maillon suivant soit, c'est-à-dire l'écran grand public, soit aussi HDR. Mais ça viendra. Mais c'est pareil, ça permet à la production de pouvoir exactement savoir ce qu'ils font et comment le corriger. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, si vous vous intéressez aux caméras robotisées, aux tourelles, hein, comme on les surnomme un peu plus familièrement, voilà cette AWHE 40. Un tarif intéressant, puisqu'on est en dessous des 3000 €, c'est à 2800 € prix public hors taxe pour le modèle HDMI, et aux alentours de 1000 € de plus, c'est-à-dire en dessous des 4000, 3800 € hors taxe pour le modèle HDSDI. C'est vrai que alors, dès qu'on a vu cette info sortir, on s'est dit TriCaster Mini. Exactement, parce que ça va permettre justement une caméra HDMI, donc ça va permettre de la coupler à un mélangeur HDMI, il y en a quelques-uns, dont TriCaster, TriCaster Mini. Donc ça va faire un couple intéressant, et ça tombe à mon avis au bon moment. Voilà pour cette deuxième info. Alors, une autre caméra, peut-être un peu plus anecdotique, mais elle a du charme, on va dire. C'est cette toute petite Lightbox, fruit d'une start-up américaine qui a quand même réussi à récolter $250 000 sur Kickstarter. C'est Catch.
le nom de la société, et on va la voir. Elle fait la taille d'une fraise, cette caméra, donc elle est vraiment pas très grosse. Les fraises californiennes, Ouais, c'est ça. elles sont grosses comme mon poing. Hein, donc, c'est dans la zone de Roswell. Exactement. Bon, fraise alien. Bon, c'est pas Fukushima, la Californie non plus, hein. Exagérons pas. Alors, sa caractéristique, sa particularité, c'est que c'est la plus petite caméra au monde à faire du streaming live, puisqu'elle est Wi-Fi et Bluetooth. Elle se connecte donc à votre smartphone, et c'est le smartphone qui va envoyer les images en live sur le cloud. On peut utiliser plusieurs caméras en même temps pour filmer une même scène. Donc on peut faire du multicam en direct. Alors il faut 3 smartphones, mais finalement c'est pas grand chose pour pouvoir placer 3 caméras. Et voilà, elle est en train de sortir en ce moment, pas très cher, hein, $159. Pour le streaming, elle passe par HLS, donc la technologie d'Apple qui permet d'adapter le débit en fonction de la capacité du réseau. Voilà, donc c'est Lightbox. Bon, les images de la vidéo, la qualité des images est pas très bonne. Donc, il va falloir tester, toujours pareil. Ils ont peut-être joué la sincérité en ne truquant pas les images, voilà. C'est vrai que il y avait des passages de lumière que je trouvais pas très heureux. Bah après, mais bon, vu la taille de l'engin, c'est ça, c'est un tout petit boîtier, donc tout petit capteur. Donc après, ça prend beaucoup la lumière, donc ça fera, quand il y aura de la belle lumière, ça sera joli. T'as de l'info sur l'alimentation ou quoi? Parce que là on voit pas de câble, donc elle est auto-alimentée. Alors honnêtement, je n'ai pas vu. Je crois que je sais pas. J'ai vu qu'il y avait possibilité de brancher une alim externe. D'accord. Mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une batterie intégrée. Parce que c'est toujours le truc que tu vois jamais sur les docks. Bien sûr. Et surtout qu'en plus c'est Bluetooth plus le capteur, ça va quand même consommer. Bah oui, quand tu touches les petites caméras, justement les action cam dont on parlait, au bout de 20 minutes, tu mets la main dessus, tu te brûles, quoi. Donc ça consomme beaucoup. L'encodage et la transmission consomment énormément d'énergie. Bon, après les caméras, on va passer au stockage. Alors c'est un autre sujet brûlant, hein, comme tu disais, Stéphane. Est-ce que vous êtes passé l'un et l'autre au SSD ? Oui, je suis passé assez récemment en fait au SSD. Enfin, j'étais un des premiers plutôt, je pense, à avoir un disque SSD, mais il chauffait tellement que j'ai arrêté en fait. Je suis repassé sur plutôt de l'USB 3. Il était intéressant parce qu'il était auto-alimenté, il allait assez rapidement. Alors attendez, c'est un SSD avec Thunderbolt aussi, voilà. Je l'avais choisi pour ça. Mais c'est vrai qu'il chauffait très vite, et on était 2 dans la société à l'avoir. C'était un Seagate, non ? C'était pas le premier Seagate, non, c'était j'ai un trou de mémoire, mais je suis sûr que vous allez retrouver. La G-Technologie, t'as Toshiba. Non plus. On vous et en fait, on avait 2 disques que j'avais achetés en même temps, et un de mes collaborateurs, le sien, voilà, il est tombé en panne, quoi. D'accord. Pas parce qu'il chauffait trop. Pourtant, il avait armature un peu alu renforcée, mais. Ouais. Mais c'est pas forcément le disque dur qui lâche, mais plutôt le boîtier qui permet de le eSATA, enfin l'interface qui permet le pilotage de disques. Parce que les disques durs aujourd'hui, il y a quand même sont assez saisissants, parce qu'ils chauffent quand même très peu, les nouveaux. Oui. Alors je parle bien des nouveaux, parce qu'effectivement les premiers c'était pas forcément ça. Mais moi j'ai installé très récemment une référence aujourd'hui Samsung, qui a sorti un modèle qui est assez saisissant, ultra léger. On se demande s'il est pas vide. Quand tu reçois la boîte, tu fais oh les gars, il est où le disque? Et assez saisissant de capacité, en tout cas de pas chauffer. Pour une fois, ça change. Alors justement, on va découvrir ensemble un disque dur que vous avez peut-être aperçu au moment du CES de Las Vegas il y a pile un mois, donc début janvier. Regardez, c'est le T1 de Samsung. Alors vraiment, c'est un tout petit format, puisqu'il est plus petit qu'une carte de visite. Il faut le chercher dans l'image. Assez étonnant, hein. Il pèse 30 grammes, alors pour le coup, toi qui es impressionné par les SSD légers, Fabrice, tu vas pas être déçu. Il y a plusieurs choses à dire sur ce SSD. 450 mégabits seconde. En lecture-écriture séquentielle, c'est sa performance. Il est connecté en USB 3. Selon Samsung, un fichier vidéo de 3 Go est transféré en 8 secondes, hein, pour avoir un ordre d'idée. Et les données qui sont sur ce disque sont cryptées avec un cryptage AES 256 bits. Donc avant qu'on ait accès à votre donnée, vous êtes a priori tranquille. Qu'est-ce que vous pensez du format ? Plus c'est petit, plus on risque de le perdre.
C'est toujours le même problème. Après, c'est l'avantage, c'est qu'on va se balader avec des trucs très légers. C'est toujours pareil. Si on doit partir avec des disques, les premiers disques durs externes, rappelez-vous, avec le bloc d'alimentation, le boîtier alu qui était énorme, et avec un disque dur qui faisait pas forcément beaucoup de taille, ça va nous changer la vie. Mais effectivement, après, voilà, est-ce que c'est fragile, est-ce que c'est pas fragile? Parce que plus c'est petit, faut pas qu'il tombe. C'est un risque, toujours pareil. Et après, c'est toujours le même problème, c'est le risque de le perdre. S'il est léger et qu'il tombe, c'est pas très grave. C'est moins grave, parce que je pense qu'il doit avoir, justement, il doit amortir assez facilement. Sur le papier, c'est vrai que ça a l'air. C'est séduisant. Oui. On attend que tu nous le donnes. Hein. Après, oui, d'abord, il faudrait qu'on en ait un. Mais ce qu'on dit quand même sur les SSD, c'est que ça marche très très bien, c'est rapide, jusqu'au jour où ça marche plus. Et là, d'un moment à l'autre, il n'y a vraiment plus rien. C'est au moins sur les disques mécaniques, on a toujours un espoir. Il n'y a pas de réparation de plateau possible. Il faudra savoir il est capable de faire justement du streaming et de faire de l'acquisition vidéo. Est-ce qu'on pourrait le mettre derrière une caméra Ah non, c'est l'USB, tu m'as dit? C'est l'USB 3. Ouais, d'accord. C'est un peu juste. C'est un peu juste. Il faudrait une version Thunderbolt. D'accord. Bon, voilà. Non, mais à suivre. Peut-être pour plus tard. Alors à propos de, on parle de débit, de haute définition. On va parler de haute résolution maintenant, avec Sony, qui va diffuser au mois d'avril des concerts de musique classique en qualité studio, des concerts en direct. Donc on parle toujours de cette audio haute résolution qui a vraiment le vent en poupe depuis quelques mois. On avait vu les opéras retransmis dans les salles de cinéma. Maintenant on parle de diffusion en live et en qualité audio haute résolution. Alors, quand je vous parle de audio haute résolution, c'est vraiment de la très haute résolution. On est très très loin de ce qu'on pouvait connaître, même avec le CD. C'était quoi les caractéristiques d'un son CD 44.1, 16 bits. Mais c'est pareil. C'est des chiffres qui veulent tout dire et rien dire, parce que des CD, pendant un moment, on disait c'est génial, regardez ce qu'on après, au-delà, on est passé au DVD en 48 pour jusqu'à combien de bits? 32 maxi? 24 bits. 24. Et après, là aujourd'hui, tu as déjà des versions de record en 96 kHz. Mais c'est pareil, on en revient l'enregistrement est une chose, après il faut le transporter, le fameux son en question, et sous quel format tu vas le rediffuser. Parce que si c'est pour le diffuser sur une box, quel est l'encodage que diffuse l'opérateur? Je pense pas que ce soit de la haute def en audio. Je sais pas là, j'ai pas fait attention à cette news, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a la volonté de la part de Sony, enfin des acteurs présents dans le Blu-ray, de redonner un petit coup de pouce sur le Blu-ray audio, qui avait été un flop il y a quelques années. Le Blu-ray audio, j'en ai même pas entendu parler. C'est pour donc, je suis pas une référence, mais quand même. Et là, il y a à nouveau des volontés de le pousser. Nous, on a à la rédaction, Pioneer nous a proposé justement de tester un lecteur Blu-ray à 1500 €, et dont justement une des spécificités c'est la partie audio, et on est, je crois, donc là c'est pareil 96 kHz, je sais plus si c'est du 24 ou au-delà sur l'échantillonnage, mais alors là attends, juste là il parle d'un échantillonnage 128 fois supérieur au CD. On est en 5,6 MHz. D'accord, donc c'est pour les chauves-souris en fait. Fabrice, c'est vraiment l'homme du son au départ. Non, mais là, alors c'est des chiffres bruts. Après, il faut regarder ce que ça donne réellement dans l'échantillonnage et dans le spectre. Parce que toujours le même problème, c'est on captait la musique classique est le plus difficile à restituer. Il y a énormément le spectre est très très large. On prend des fréquences très basses, des fréquences très hautes. Donc c'est un exercice très difficile déjà, la captation de musique classique. Et une radio pourrait en parler plus facilement. C'est France Musique ou France Classique, Radio Classique, qui ont des traitements très particuliers pour être très neutre et très cristallin dans le son, parce que ça a besoin d'être très finement restitué. La diffusion, oui, c'est techniquement parlant, ça va être un joli travail. Après, c'est à l'audio, c'est pareil, c'est dans quelle enceinte on va diffuser ça. C'est-à-dire, ces deux petites enceintes qu'on a en bas des écrans là, à droite et à gauche. Je suis pas sûr que ça soit si fidèle que ça. En tout cas, ça va être visible sur le site qu'on vient de voir à l'instant à l'écran, qui est donc DSD Live Streaming. DSD, ça veut dire
direct. C'est ce que j'imaginais. Streaming digital. Stream digital. Bon. Bah, c'est effectivement, c'est à suivre. 5 avril, alors. Je pense qu'il faut pouvoir être dans un endroit déjà digne de ce nom pour l'écoute. C'est avoir des enceintes dites qualité hi-fi, c'est un minimum de rendu du spectre audio. Sinon, après. Ou écoute au casque. Mais pas tous. Hein. Tu vas pas écouter ça avec un casque mini-oreillette. Non, bien sûr, non, faut un casque un peu fermé. Attention, parce que quand on dit aux gens vous écoutez au casque, ils sortent les petites oreillettes qui sont offertes avec les téléphones, qui sont pas toujours de bonne qualité. Il faut mieux éviter parce que ça. Et en plus, petit rappel, on en profite. Attention vos oreilles, c'est quelque chose qu'on oublie. On a beaucoup de pertes auditives chez les enfants et chez les jeunes adultes. On récupère pas. Mais il y a l'âge aussi qui joue après. Non, mais je dis que c'est à cause des oreillettes. C'est ça. Puis à l'époque, tu écoutais du MP3 très très destructif. C'était. Puis avec la musique que tu écoutais aussi, mon pauvre. Bon, en attendant de pouvoir se casser les oreilles sur du classique, on va reparler d'un produit qu'on suit depuis un moment maintenant, Fabrice. Et Stéphane aussi, c'est le fameux TalkShow de NewTek. TalkShow, c'est un boîtier, un rack, qui permet d'utiliser Skype de manière professionnelle, on va dire, pour simplifier, Fabrice. Bah oui, c'est parce que jusqu'à maintenant, le Skype, on avait une bidouille, chacun avait une solution avec un ordinateur de récupérer la vidéo, de l'envoyer la vidéo avec plus ou moins de facilité. Et là, c'est un produit qui va être dédié à ça. On pourrait, les méchantes langues disent que c'est Microsoft qui va permettre de récupérer des sous sur Skype parce que les gens utilisaient gratuitement Skype. Là, ça va être un les gens parlaient des chaînes de télé surtout. Oui, voilà, mais on parle de professionnels. Donc ça permet de rentabiliser la licence. Et il y avait 3 intégrateurs prévus pour cette licence, donc dont le NewTek. Et dans les bonnes nouvelles, c'est que enfin ceux qui avaient commandé le NewTek et précommandé le NewTek vont bientôt être livrés parce qu'ils sont partis. Bientôt, c'est ces jours-ci. Oui, parce qu'ils sont partis, donc il faut qu'ils traversent maintenant et qu'ils traversent. Et donc il va falloir que ils traversent. À la nage. Je sais pas comment ils viennent. Figure-toi, je me suis posé la question. Avion, bateau, parce que si c'est en bateau, on va avoir un peu de temps. Si c'est en avion, ça peut être effectivement plus rapide. Mais bonne nouvelle, prochaine émission, avec un peu de chance, si l'avion fait bien son boulot, on aura un talk show à présenter. Ça c'est la classe. On est impatient de l'avoir entre les mains parce que il faut voir ce que ça donne maintenant. Oui, il faut voir ce que ça donne maintenant. Vraiment. On était dans la technologie de audio haute résolution il y a quelques instants. On va rester dans l'audio qui nous fait rêver avec l'ISE. Donc qui est ce salon, Stéphane, auquel tu consacres dans MediaQuest une part importante dans le nouveau numéro, salon qui démarre dans quelques jours, parce que c'est la semaine prochaine. 10, 11, 12. Voilà. Et à l'ISE, l'une des annonces qui va prendre de l'importance, c'est Dolby, qui étend sa gamme de produits Atmos, qui arrive dans nos salons. Exactement. Si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Il y aura, je pense, il va y avoir plusieurs démonstrations effectuées. C'est vrai qu'il y a eu déjà quelques fabricants qui ont pris la licence, dont Denon, mais il y en a d'autres qui seront présentés. Onkyo, c'est rien à voir avec Denon, hein. Là tu me coinces. C'est une colle, hein. Tu me coinces. Non, parce que il y a eu tellement de rachats. Les images que je te montre en fait viennent de Onkyo. Elles datent de l'été dernier. C'est pour ça. C'est peut-être Onkyo, c'est peut-être moi qui fais un amalgame, ou alors il y a les deux. À vérifier. La partie home cinéma, c'est pas le sujet où je suis le plus pertinent, parce que nous on connaît l'Atmos dans les salles de cinéma déjà. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Ça change quoi par rapport à ce qu'on connaît nous, le Dolby Digital? Ce qui est en plus, c'est que au niveau, il y a un enveloppement dans la salle qui est plus important. On l'a souvent assimilé et lié au film 3D. Ça allait de pair. On voit le son rebondit en fait partout, c'est ça. Et surtout, non, il vient du haut. Il vient du plafond aussi. C'est-à-dire que généralement dans une salle de cinéma, t'as du son qui vient de derrière l'écran et sur les côtés et à l'arrière. Et là, c'est un son qui vient aussi du plafond. On le voit là. Donc typiquement l'hélicoptère dans Die Hard, on va l'entendre le sent bien
bien passé. Oui, c'est ça, c'est ça. tu vas sentir les pales. Mais donc la nouveauté, voilà, c'est Dolby est très fort. Ils ont réussi à faire du licensing sur des produits. Mais là, il faut installer combien d'enceintes à la maison? 11. Le chiffre optimal, c'est 11. 4, 8, c'est vrai, il y en a 12. C'est 11 plus 1, c'est le 11 plus ceux qui sont de base. C'est pas pour tout le monde. Et ensuite, il faut attention parce que la technologie, là, c'est bien beau de dire les enceintes sont au sol et ça reflète sur les murs, mais il faut avoir des murs. Beaucoup de salons ne sont pas faits pour pouvoir faire de la diffusion home cinéma déjà classique, c'est-à-dire 5.1, parce que vous n'avez pas forcément le mur, comme les barres de son, attention, c'est le piège, le son est censé rebondir sur le mur pour que ça puisse passer par derrière. Ça le fait pas forcément, donc certains seront déçus, attention à ça, c'est pareil. Tout le monde diront ouais c'est magnifique, oui, dans des conditions optimales. Ce sera toujours mieux que les deux petites enceintes toujours pareil dans la télé, mais attention, ça peut être décevant. C'est pareil, les salles de cinéma, moi j'ai eu la chance d'assister à une démonstration du lancement des films qui seront en Atmos. C'est saisissant, vous savez, c'est comme à l'époque le premier lancement du Dolby Digital qui était impressionnant avec là c'est pareil, c'est saisissant, mais c'est saisissant quand on s'y fait attention sur 3 rangs dans la salle de cinéma. Parce que sur les autres rangs, le rendu n'est plus le même. Alors il y aura toujours la bataille pour ceux qui iront en haut pour avoir l'image plus haute, en bas parce qu'ils ont les lunettes et autres. Et personne pense au son, tout le monde pense d'abord à... il y aura bientôt les gens qui vont se dire moi je veux être bien placé pour le son. Parce que c'est pareil, tu peux pas son techniquement parlant, non, c'est pas une salle de cinéma par personne, donc le placement des enceintes va être fixe et donc tout le monde va pas forcément le placer au bon endroit pour avoir t'auras une sensation d'enveloppement mais pas forcément idéale. Allez, il nous reste 1 minute, on va essayer de caser 2 dernières infos. D'abord, peut-être que vous regardez la nouvelle star comme pas mal de jeunes. Je sais pas si vous regardez la nouvelle star, vous, les quadras. Les quadras. Non, je demanderai à mes enfants. Bon, alors peut-être que vous regarderez parce que la nouvelle star, elle est filmée en partie avec des caméras de chez PNJ Cam, vous savez, on va dire le concurrent français de la GoPro. Action Cam, ouais. Qui se débrouille pas mal. D'ailleurs, je crois qu'ils sont numéro 2 sur le marché français, mine de rien. Et donc, ils ont placé 4 caméras. Alors il y en a en coulisses, il y en a qui sont près de l'orchestre et il y en a une qui je crois qui est vraiment un plan très large en fond de salle. Donc ça vous permet d'avoir des plans complémentaires qui sont pas dans la réalisation de télé. Voilà. Et qu'on peut voir sur internet. Et ils ont aussi participé au tournage de tout le casting avec des drones qui survolaient la foule. Enfin voilà. Bon, c'était histoire de les mentionner et de dire un mot des concurrents de GoPro dont on parlait tout à l'heure. Et puis dernière info, et ça je crois que ça t'a intéressé Fabrice, que c'est un tarif assez intéressant pour ceux qui veulent se former à Pro Tools. On en parlait dans une de nos émissions à la fin de l'année dernière. C'est une certification Pro Tools, c'est 1 semaine de formation à Pro Tools, un tarif freelance que je trouve assez compétitif, 500 € hors taxe. Pour une semaine de formation. C'est un tarif ce qu'on appelle agressif, puisque généralement c'est pris à la journée. Voilà, 1 semaine de formation à Pro Tools, 500 €. Alors c'est fait pour ceux qui ont pas de prise en charge des formations. Donc si vous y allez de votre poche, voilà, c'est chez Apax Designs et il y a un code à préciser sur le formulaire d'inscription. Je vais vous le retrouver. Il n'est pas tout à fait simple. Le code c'est PT 110-1502. Voilà, vous serez recontacté pour finaliser votre inscription. Voilà, c'était bien de le dire, d'autant que les formations, c'est ces jours-ci. Il y a 2 semaines, le 2 février, donc c'est en cours, et la semaine prochaine, la semaine du 9 février. Donc profitez-en. Voilà, merci les garçons. Merci à toi. Un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine dans Broadcast Time. Et nous, il va remettre ses écouteurs. Le sonotone, tu veux dire? Comment? J'ai mon chien qui m'attend à sortir. Allez, on vous dit à la semaine prochaine, 20h, mercredi sur Broadcast Time, sur Watch TV. Salut à tous.